Il existe des histoires qui nous font douter de tout ce que nous croyons savoir sur le monde qui nous entoure. Des récits qui défendent notre compréhension rationnelle, qui persistent à travers les années et qui se confirment d'une façon qui dépasse le simple hasard ou la coïncidence. Sur Reddit, un homme de 41 ans, sans antécédents de troubles psychologiques, sans consommation de drogue, un homme ordinaire comme vous et moi, a partagé une expérience qui le hante depuis son enfance. Une présence qu'il voyait régulièrement dans sa maison familiale. Une présence que d'autres ont vue également, bien après son départ. Ce témoignage est particulièrement troublant car il ne s'agit pas d'une simple apparition fugace ou d'une sensation étrange. Non, il s'agit d'une manifestation récurrente, observée par pas moins de 12 personnes différentes sur une période de plusieurs décennies. Je vous invite à plonger avec moi dans une histoire glaçante où les frontières entre les vivants et les morts semblent s'estomper dans une maison ordinaire de la banlieue américaine. Tout a commencé en 1988 ou 89. Notre témoin n'avait alors que 5 ou 6 ans. Un âge où l'imagination est fertile, certes, mais aussi un âge où la perception du monde n'est pas encore altérée par les filtres de la rationalité adulte. C'est à cette époque qu'il commença à voir ce qu'il appelait simplement l'homme ensanglanté. Une présence qui montait et descendait des escaliers de la maison de son grand-père, où il vivait alors avec sa mère. Il ne se souvient pas du visage de cette apparition. Peut-être ne l'a-t-il jamais vraiment regardé. Peut-être cette entité n'avait-elle pas de visage distinct. Mais il se souvient parfaitement des deux détails précis. Un bandage ensanglanté sur la tête et une blouse d'hôpital. Un détail important, ces apparitions ne se produisaient jamais au milieu de la nuit, dans la confusion du sommeil ou d'un réveil nocturne. Non. C'était toujours à l'heure du coucher, un moment où l'enfant était pleinement conscient, pleinement éveillé. Plus étrange encore, malgré le caractère macabre de cette vision, le petit garçon n'éprouvait pas de peur. Une absence de terreur qui ne s'explique pas lui-même. Était-ce parce qu'on lui avait dit d'une façon ou d'une autre de ne pas avoir peur? Ou simplement parce qu'à cet âge, il ne savait pas encore qu'il devrait être effrayé? Ce n'est que bien plus tard qu'il apprendrait la vérité sur cette apparition. L'homme ensanglanté n'était autre que son oncle. Un oncle qu'il n'avait jamais connu, car celui-ci était décédé en août 82, plus d'un an avant sa naissance, en décembre 83. La cause de cette mort était aussi violente que tragique. Son oncle avait été frappé à la tête avec une balle de baseball. Il était rentré chez lui après l'agression et pendant son sommeil, son cerveau s'était mis à gonfler. Ce n'est que le matin suivant que la famille l'avait transporté à l'hôpital, où il avait succombé à ses blessures plusieurs jours plus tard. Cette histoire familiale tragique était survenue bien avant la naissance de notre témoin. Et pourtant, cet enfant de 5 ans décrivait avec précision l'apparence d'un homme qu'il n'avait jamais connu, jamais rencontré, et dont il ignorait alors tout. Pendant environ 5 ans, il vit régulièrement cette apparition, entre 15 et 30 fois selon ses estimations. Puis sa mère et lui quittèrent la maison du grand-père pour s'installer ailleurs. Pendant ces 5 années d'absence, il ne revit jamais l'homme ensanglanté. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À l'âge de 12 ans ou 13 ans, notre témoin revint vivre dans cette même maison. Son grand-père avait subi plusieurs mini-accidents vasculaires cérébraux et se retrouvait en fauteuil roulant. Sa mère avait donc décidé de revenir s'installer dans la maison familiale pour prendre soin de lui. Si l'homme ensanglanté ne se manifesta pas plus à ses yeux d'adolescent, d'autres phénomènes inquiétants ne tardèrent pas à se produire. Comme si cette maison était imprégnée d'une présence qui trouvait toujours un moyen de se manifester. Environ 5 ou 6 mois après son retour, alors qu'il montrait à sa petite sœur comment jouer à Sonic, un incident bouleversant se produisit. Soudain, une voix féminine claire et distincte appela sa petite sœur par son prénom. La réaction fut immédiate, sa sœur se leva d'un bond, se dirigea vers la porte et lança Oui, maman. Pendant ce temps, notre témoin resta figé de terreur, et ce pour deux raisons précises.
D'abord, il savait pertinemment que cette voix n'était pas celle de sa mère. C'était celle de sa grand-mère, décédée 10 ans plus tôt. Ensuite, contrairement à ce que croyait sa petite sœur, la voix ne venait pas d'en bas, du rez-de-chaussée où se trouvait leur mère. Elle avait surgi de beaucoup plus près, juste à leurs pieds, au bout du lit. Paralysé par la peur, il observa sa sœur appeler leur mère, qui bien évidemment affirma n'avoir jamais appelé la petite fille. Sa sœur revint alors dans la chambre, visiblement contrariée. Qu'est-ce qui ne va pas lui demanda-t-il encore sous le choc. La réponse de sa sœur fut stupéfiante. Je déteste ces stupides escaliers. L'homme ensanglanté fait peur. Cette phrase le glaça. Comment sa petite sœur pouvait-elle connaître l'homme ensanglanté? Il lui demanda immédiatement qui lui en avait parlé, si c'était l'un de ses amis qui avait révélé ce secret. Mais sa sœur fut tout aussi surprise d'apprendre qu'il connaissait cette apparition. Elle se mit à pleurer, le suppliant de la croire, jurant qu'aucun de ses amis ne lui avait révélé quoi que ce soit. Elle le voyait réellement, tout comme lui l'avait vu à son âge. Cette confirmation par sa petite sœur, qui avait alors environ 5 ans, le même âge qu'il avait lorsqu'il avait commencé à voir l'apparition, renforçait étrangement la réalité de ce phénomène. Ce n'était plus seulement dans son imagination, quelque chose ou quelqu'un se manifestait réellement dans cette maison. Et les phénomènes ne s'arrêtent pas là. Après l'incident de la voix de sa grand-mère, d'autres manifestations inquiétantes commencèrent à se produire. Lors de chaque soirée en pyjama avec ses amis, la porte de sa chambre se mettait à trembler violemment. Au début, pensant qu'il pouvait s'agir de son beau-père qui essayait de les effrayer, ils ouvraient la porte pendant qu'elle tremblait encore. Mais personne ne se tenait jamais de l'autre côté. Cette prise de conscience ne fit qu'accroître leur terreur. Pendant environ 1 an, chaque nuit, où ses amis dormaient chez lui, la porte se mettait à trembler, accompagnée d'horribles bruits de griffures, comme si quelque chose tentait de se frayer un passage à travers le bois. La réaction était toujours la même. Lui et ses amis se recroquevillaient dans le coin du lit, paralysés par la peur, attendant que ces manifestations cessent. Ce n'était plus seulement lui qui était témoin de ces phénomènes. Ce n'était plus juste sa petite sœur. Maintenant, c'était aussi 3 de ses amis qui avaient assisté au tremblement et aux griffures contre la porte. 5 personnes au total avaient été témoins des manifestations inexplicables dans cette maison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle prend un tournant encore plus étrange. Environ 1 an après le début de ces incidents, la famille décida de vendre la maison et de déménager à quelques villes de distance. À ce moment-là, notre témoin eut une conversation révélatrice avec sa mère. Il lui exprima sa surprise qu'elle ait vendu la maison de son enfance. Elle lui parla alors des mauvais souvenirs qui avaient fini par remplacer les bons. Puis elle ajouta une phrase qui le glaça. Et puis grand-père a commencé à me faire peur vers la fin. Son grand-père, affaibli par ses AVC, confiné à son fauteuil roulant, avait commencé à lui dire des choses troublantes. Ton frère est toujours là, chaque nuit, montant et descendant ces fichus escaliers. Montant et descendant sans cesse. Le grand-père avait donc lui aussi vu l'homme ensanglanté. Son propre fils, décédé des années auparavant. 6 personnes avaient maintenant été témoins de ces phénomènes. Mais ce qui suit dépasse l'entendement. 7 ou 8 ans après la vente de la maison, un incident étrange se produisit. L'homme qui avait acheté la maison aperçut l'oncle de notre témoin dans une salle de sport. Pas son oncle décédé, bien sûr, mais un autre de ses oncles qui lui ressemblait probablement. Cet homme se précipita vers lui, exigeant de savoir ce qu'il y avait dans cette maison. Il s'avérait que le nouveau propriétaire, sa femme et 2 de leurs enfants voyaient régulièrement l'apparition de quelqu'un qui ressemblait à l'oncle de notre témoin se déplaçant dans la maison. Intrigué par cette histoire, notre témoin fit un détour pour passer devant son ancienne maison, espérant rencontrer les nouveaux occupants. Un jour, il réussit à intercepter le plus jeune fils qui sortait. Il se présenta à lui et demanda ce qu'il voyait exactement. Le jeune homme lui expliqua qu'il était trop jeune à l'époque pour se souvenir clairement, mais que ses parents et ses 2 frères aînés apercevaient régulièrement l'oncle de notre témoin derrière eux,
dans les miroirs de la maison. Ils avaient fini par retirer tous les miroirs, et les apparitions avaient cessé. Un détail curieux, car les miroirs n'avaient jamais joué de rôle dans les expériences de notre témoin. Mais peut-être que cette entité trouvait toujours un moyen de se manifester, s'adaptant aux personnes présentes et à l'environnement. Au total, 12 personnes différentes, 3 membres de la famille de notre témoin, 3 de ses amis, 4 membres de la famille qui avaient acheté la maison par la suite, ont été témoins de ce phénomène similaire lié à la présence de cet oncle tragiquement décédé. 12 personnes sur plusieurs décennies, sans connexion préalable, sans suggestion mutuelle pour la plupart. 12 témoins dépendant d'une présence que la science conventionnelle aurait du mal à expliquer. Que s'est-il vraiment passé dans cette maison? Pourquoi l'esprit de cet homme mort si violemment semble-t-il être resté attaché? Pourquoi se manifeste-t-il principalement aux enfants de 5 ans, l'âge qu'avait notre témoin lorsqu'il l'a vu pour la première fois? L'âge qu'avait sa sœur lorsqu'elle l'a vu à son tour? Y a-t-il une explication rationnelle à ces phénomènes? Une hallucination collective transmise par suggestion ou par récit? Une coïncidence extraordinaire? Ou bien devons-nous envisager que certains événements traumatiques, certaines morts violentes, peuvent laisser une empreinte si profonde sur un lieu qu'elle persiste à travers les années, visible pour certains, invisible pour d'autres? Notre témoin conclut son récit en disant qu'il donnerait tout pour savoir exactement ce qui s'est passé dans cette maison pendant toutes ces années. Cette curiosité, ce besoin de comprendre, est profondément humain. Face à l'inexplicable, nous cherchons des réponses, des patterns, du sens. Mais parfois, le mystère reste entier. Et peut-être est-ce mieux ainsi, car si nous acceptons l'existence de ces phénomènes expliqués, nous devons également accepter que notre compréhension du monde est encore bien limitée. Qu'il existe peut-être des dimensions de la réalité que la science n'a pas encore saisies, des espaces où la frontière entre la vie et la mort n'est pas aussi infranchissable que nous aimerions le croire. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous qu'une âme tourmentée puisse rester attachée à un lieu, que les traumatismes puissent s'imprégner dans les murs d'une maison, se manifestant en plus sensibles d'entre nous? Ou préférez-vous chercher des explications plus rationnelles à ces témoignages qui, malgré tout, semblent si sincères, si cohérents, et dans ce cas précis, si corroborés? Si cette histoire vous a fait réfléchir, n'hésitez pas à la partager et à raconter dans les commentaires vos propres expériences inexpliquées. Nous reviendrons très bientôt avec un nouveau récit troublant venu des confins de la réalité.